Alors tout le monde est présent, donc on va pouvoir commencer. Alors déjà merci d'être aussi nombreux à cette table ronde qui s'appelle Former les soignants, quel levier? Donc aujourd'hui la question de la formation ne se limite pas seulement à l'acquisition de compétences techniques, elle doit aussi intégrer des enjeux humains et des organisations majeures. On parle bien évidemment de la question du vieillissement de la population, des nouvelles technologies, de la transformation des métiers du soin. Bref, les soignants doivent être formés à un environnement de plus en plus complexe. Mais aujourd'hui, on avait envie de parler de la formation sous un angle un peu spécifique, vu qu'on est à People for Health et qu'on parle ici avant tout de la qualité de vie au travail, de voir comment on peut former sans s'épuiser. Donc là, j'ai le plaisir d'être avec 4 personnes qui vont pouvoir se présenter individuellement, parce que c'est toujours mieux de se présenter soi-même et de dire pourquoi, pour vous, cette question de la formation, c'est quelque chose d'assez important. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Guillaume de Cormeil, je suis infirmier de formation, je suis responsable des programmes pédagogiques de la Fondation Léonie Chaptal, qui est un IFSI privé sur Sarcelles. Et par ailleurs, je suis qualifié maître de conférence en sciences infirmières du fait d'une thèse en psychologie cognitive. Et je laisse la parole à ma collègue. Bonjour à tous, Pierrelle Bourselli, je suis adjointe de la directrice du département santé, qualité de vie et conditions de travail à l'APHP. Enchantée. Bonjour à tous, je suis Christophe Guiry. Alors je ne suis pas un soignant, je suis directeur formation et alternance du groupe Clariane et aujourd'hui je représente également la FHP. Bonjour, moi je m'appelle François Jolin, je suis médecin et je porte une démarche qui s'appelle Facteur humain en santé et dont on va peut-être un peu parler tout à l'heure. Bah justement, tu peux garder le micro, François. Est-ce que tu peux nous développer justement c'est quoi les facteurs humains en santé et quelle est la relation avec la formation? Avec plaisir. Alors peut-être déjà pour expliquer très brièvement, je vais faire un peu de storytelling, je vais vous partager un petit peu ma vie, c'est-à-dire que moi je suis entré en médecine en troisième année et donc j'ai fait une passerelle. J'avais fait des maths avant. Et quand je suis rentré en médecine, j'ai été vraiment surpris par la culture de travail, par l'organisation, on va dire, de travail et par les études. Bon, alors j'ai évidemment adoré les études de santé, mais j'y ai vu un trou énorme dans la raquette. C'est-à-dire que, en fait, on peut imaginer qu'il y a trois piliers pour délivrer du soin efficacement. Le premier, ce serait la connaissance des maladies, la physiopathologie. Le deuxième pilier, ce serait les thérapeutiques, donc tous les outils qu'il y a pour traiter ces maladies. Et voilà, les études s'arrêtent là. Et en fait, il manque un troisième pilier qui est comment je vais administrer le soin. Comment je vais fiabiliser l'activité. Donc, par exemple, au bloc opératoire, on a depuis 10 ans maintenant le développement des outils comme la checklist. Mais il y a énormément d'autres choses qu'on peut faire. La communication en boucle fermée. Donc ça, c'est par exemple quand vous êtes dans un avion et que vous allez atterrir. Le pilote va appeler la tour de contrôle. Ils vont utiliser un langage extrêmement formalisé pour demander s'ils peuvent atterrir. Et la tour de contrôle va répondre et le pilote va confirmer. Et donc cet échange qui est formalisé s'appelle la boucle fermée. Bon, tout ça, ça n'existe pas vraiment en santé. Et donc il y a quelque chose à développer. Alors vous allez me dire, mais pourquoi faire ça? Parce que tout simplement, quand vous dites à un infirmier, si je travaille avec Guillaume, et que je lui dis, vas-y, tu peux faire un d'adré, est-ce que c'est 1 milligramme? Est-ce que c'est une ampoule? Est-ce que c'est 1 millilitre? Est-ce que le mot faire, c'est préparer ou est-ce que c'est injecter? Parce que ça n'a pas du tout la même conséquence. Donc ça, c'est la nécessité, par exemple, de développer une communication opérationnelle. Alors, les facteurs humains, c'est évidemment une science très large. Ça vient du milieu aérospatial. C'est quelque chose qui a été largement développé par, au départ, la NASA et le milieu aérien pour justement gagner en fiabilité. Et les facteurs humains en santé, donc c'est la transposition, enfin dire l'appropriation de ces concepts dans le milieu de la santé. Les mots facteurs humains sont difficiles à comprendre, donc moi ce que je vous invite à retenir, c'est peut-être plus les termes de fonctionnement humain et organisationnel. Et en fait, ce sont tout simplement une science pluridisciplinaire qui peut s'aborder à la fois par la psychologie cognitive, et on a par exemple des gens comme Daniel Kahneman, qui sont prix Nobel d'économie, qui ont travaillé sur ces sujets de biais cognitifs, de prise de décision, d'heuristique. On peut également l'aborder avec la physiologie, par exemple avec tout ce qui est la gestion du risque fatigue. Il faut savoir que quand on fait un vol Paris-Sydney, il faut être en forme à l'atterrissage, mais on a quand même déjà plus de 10 heures de travail dans les pattes.
Et ben, nous, quand on est de garde à l'hôpital, on est également confronté à des horaires prolongés, une nécessité d'être concentré pendant un certain temps, des risques évidemment importants. Et donc, il y a évidemment un enjeu aussi pour travailler sur la gestion du risque fatigue. On pourrait parler du design avec, par exemple, tous les médicaments qui se ressemblent et qui peuvent occasionner des erreurs. Voilà, donc il y a plein d'approches différentes pour étudier le fonctionnement humain et organisationnel. Et ça, c'est l'enjeu aujourd'hui, c'est de développer cette matière au même titre que l'anatomie ou la cardiologie, parce qu'elle va avoir un impact majeur à la fois pour les patients en termes de fiabilité, mais également pour les soignants en termes de qualité du travail, et donc de sentiment de satisfaction. Et ça rejoint donc le thème de cette table ronde. Voilà. Bah, merci pour cette introduction. Et si on revient de manière un peu plus large sur la question de la formation, qu'elle soit initiale ou continue, à quel point, dans vos différents établissements, vous avez pu voir que la formation génère du stress, à la fois initial ou continu? Guillaume, si tu veux répondre. Alors, comme je le disais, moi, effectivement, j'interviens sur un établissement de formation initiale des étudiants infirmiers, aides-soignants et IFAP. Et effectivement, les rapports de la FNESI qui ont montré, avec leur nouveau rapport qui va sortir demain sur les chiffres des étudiants qui sont en stress, les chiffres montent. Et les étudiants sont confrontés, on le voit, le nombre de burn-out, de tentatives de suicide chez les étudiants, que ce soit en secteur médecine ou en secteur paramédical ou infirmier, le risque, il est présent. À ça s'ajoute toute la partie universitaire de la formation, des 3 ans, soutenue, intense, et ils le disent bien tous. Et donc effectivement, la présence en tout cas du stress, elle est notoire. Et elle est notoire à différents niveaux. Donc maintenant, effectivement, c'est des choses, il y a différents leviers pour pouvoir peut-être favoriser la meilleure gestion du stress ou l'apprentissage, ne serait-ce que même la reconnaissance de savoir qu'un étudiant est en stress et que lui-même le sait, et savoir quels sont ses propres leviers. Et à nous, établissements de formation, que ce soit initial ou après on verra continu, de mettre en place des actions pour les prévenir. Typiquement, il y a plusieurs articles scientifiques de nos amis toulousains qui ont parlé, comme Sébastien Coiras, qui a montré qu'effectivement la simulation en santé était un moyen, une pédagogie qui permettait de limiter ou de prévenir le risque de stress, de burn-out des étudiants infirmiers. Donc effectivement, cette modalité-là est intéressante. On en reparlera certainement avec François, puisque c'est par ce biais-là qu'on s'est connu aussi, par le biais de la simulation en santé, avec les compétences qui sont pour le coup très génériques de procédures techniques, soi-disant, et d'autres compétences dont on parle maintenant de plus en plus. On parle souvent de soft skills, de perte de compétences non techniques, qui pour moi, à l'inverse, sont de pures connaissances, de compétences techniques, parce que comme le disait François, savoir parler, savoir communiquer, savoir faire abstraction, savoir faire attention et la reconnaissance de certains biais cognitifs fait partie d'une réelle compétence. Et ces compétences-là doivent être acquises, ou en tout cas permettre à l'étudiant de les comprendre et de les mettre en place au cours de ses années d'études. Et nous, un des moyens qu'on a mis, on le reverra peut-être par la suite, c'est qu'on a instauré dans le cadre d'une semaine de simulation avant la période des stages des étudiants, un programme, un temps donné de gestion du stress et de la perception de reconnaître son propre stress pour les étudiants. Donc c'est une formatrice qui est formée, qui est sophrologue et qui met en place des techniques toutes simples, savoir respirer, cohérence cardiaque. Elle met à disposition 1 minute 30 à 2 minutes pour se mettre dans une posture de bien-être, pour que l'étudiant en stage, sur son trajet à la maison, puisse avoir des ressources pour essayer de faire face. Bien qu'effectivement, l'institution, et on en parlera sur la partie organisationnelle, l'institution doit être là pour mettre en place des moyens complémentaires. Très bien. Est-ce que Pierrel, toi, tu as envie de réagir un peu plus sur la question de la formation continue et de voir comment la question de la formation s'intègre dans la qualité de vie au travail du personnel hospitalier? Donc, mon département, il a pour rôle de mener des projets qui participent à l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail des professionnels de la PHP. Et c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur des projets de formation pour développer une culture institutionnelle qui aille dans ce sens-là. Et en particulier, les actions de formation qu'on mène, elles sont principalement destinées aux encadrants, puisqu'on est convaincu qu'ils ont un rôle central en termes de prévention, à commencer par leur propre prévention, puisque eux-mêmes ils sont soumis évidemment à des exigences qui sont assez fortes et des contraintes qui le sont également. Mais ils ont aussi évidemment un rôle central aussi à jouer auprès des professionnels
dont ils ont la responsabilité dans le cadre de leur service. Et donc, on développe des actions de formation. Alors, je ne pourrais pas parler de toutes parce que j'aurais pu intervenir sur la table ronde d'avant sur la prévention des violences au travail, puisque ça fait partie aussi des actions qu'on mène. Mais en l'occurrence, je fais le choix peut-être de parler un peu plus de la formation qu'on déploie à destination donc, des encadrants, qu'ils soient médicaux, paramédicaux ou administratifs, et qui vise à les aider à animer au sein de leur service des temps d'échanges réguliers qu'on a appelés les espaces de dialogue sur le travail, qui permettent de réunir de manière régulière une équipe avec l'ensemble des professionnels qui exercent dans l'équipe et qui sont présents évidemment à ce moment-là, pour parler de fonctionnement de service, de coordination d'équipe et réguler au fur et à mesure les irritants du quotidien. En quelque sorte, si on pouvait le résumer ainsi, il s'agit de gérer au fur et à mesure les petits problèmes pour éviter que ça devienne des gros problèmes. L'idée étant qu'à travers cette action, alors qui peut sembler très pratico-pratique, et c'est vrai qu'elle vise vraiment à trouver des solutions concrètes et à produire du changement, mais elle a aussi une visée préventive en termes de santé mentale, au sens où on sait bien que les professionnels ont besoin déjà d'être écoutés, d'être entendus et d'avoir le sentiment que les sujets qu'ils font remonter sont pris en compte et que des actions peuvent être mises en place pour améliorer leur quotidien de travail. Donc évidemment, ça ne résout pas tout. Bien sûr, ça n'est pas miracle, mais ça produit des effets qui sont très intéressants. En tout cas, c'est ce qu'on observe désormais, puisque nous, ça fait 1 an et demi qu'on déploie ces formations. Et aujourd'hui, on a déjà formé 200 services. Alors, on est une très grosse maison. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui travaillent à la PHP. Mais en tout cas, il y a 38 sites, donc beaucoup de services. Mais c'est un projet sur lequel, du coup, on s'est beaucoup mobilisé. Donc, il y a eu beaucoup de phases d'abord d'expérimentation. Et c'est vraiment intéressant parce que les professionnels, du coup, ont le sentiment déjà de pouvoir s'exprimer, mais que ça sert à quelque chose de le faire. Parce qu'il ne suffit pas seulement de pouvoir parler, mais encore faut-il que ça serve à quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens dans l'assistance qui ont fait ces formations-là au sein de la PHP? Personne? Il n'y a personne de la PHP? Mais pas fait cette formation. Ok, très bien. Bon, bientôt, j'espère. Est-ce que tu veux réagir, Christophe, justement, sur qu'est-ce que vous mettez en place au niveau de Je Clariane? crois on a déjà, on peut dire qu'on a quand même un point en commun, que ce soit privé ou public. En fait, c'est que on a des organisations qui sont très mobilisées autour de la question de la prévention. Alors ça s'appelle direction QVCT, direction du capital humain, etc., etc. Mais en tout cas, il y a vraiment des plans, alors je ne vais pas dire stratégiques, mais il y a des plans d'action qui sont menés pour véritablement, effectivement, mettre en œuvre, relayer toute une dynamique qui va permettre en fait à nos professionnels de santé de prendre une forme de recul, de se sentir mieux dans leur carrière et d'avoir des systèmes effectivement de partage et d'écoute. En matière de formation, on investit beaucoup. On met en place ce qu'on appelle des parcours dédiés. On va avoir des gros investissements sur tout ce qui va relever effectivement de la prévention. Ça peut être de la prévention physique, de la prévention psychologique. On est aussi relayé et au niveau de la branche, avec un accord de branche qui prévoit littéralement des dispositions et des accompagnements pécuniaires des organisations sur ces sujets-là. Et après, on a toute une action, je veux dire, de promotion, parce que c'est bien d'avoir des outils, il faut qu'on arrive à le faire savoir, c'est encore des fois une difficulté. C'est vrai, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, on est dans des organisations qui travaillent beaucoup, vite, il faut être réactif, il faut être souple, on est souvent très mobilisé, mais il faut aussi réussir quelquefois à aller chercher de l'aide, à aller regarder un petit peu plus haut pour aller chercher les outils qu'on vous propose. Et ce n'est pas toujours le sujet le plus évident à mettre en place. Voilà. La formation est là, l'accompagnement est souvent là, il faut réussir à aller le chercher. Voilà. Bah justement, est-ce que vous pouvez aussi réagir là-dessus? Parce que sur cette question de la formation et de former les professionnels ou les étudiants à mieux gérer leur stress, à prendre soin d'eux, être dans la prévention, c'est quand même rajouter du temps sur
un espace de formation qui est déjà bien complet dans la formation initiale, qui est déjà complexe au niveau de la formation continue, avec tout le travail qui est à côté. Donc comment acculturer les soignants à se former sur ce domaine-là? Alors, j'ai envie de dire que c'est un sujet sur lequel chacun essaie de faire un pas vers l'autre. Voilà. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais ces dernières années, par exemple, dans le groupe dans lequel je travaille, on a beaucoup travaillé sur la question de l'accès à la formation. C'est vrai que souvent, dans des organisations qui sont sous pression, on va dire, c'est difficile d'amener la formation qui est souvent considérée un peu comme une parenthèse. Il faut s'arrêter de travailler pour aller en formation. Du coup, quand on veut partir 2-3 jours, ça devient compliqué. Je sais que moi, au niveau de l'université dont je suis en charge, université d'entreprise, en fait, on a beaucoup travaillé sur la modulation, la modularité, aussi la pédagogie, c'est-à-dire faire en sorte que finalement, on amène cet accès, qu'on amène cette question de la formation, y compris pour soi sur des sujets de prévention, plutôt dans des séquences courtes qui vont permettre de ne pas trop perturber l'organisation. On n'est pas dans le daily training tout à fait, mais on essaie de l'intégrer le plus possible finalement dans le quotidien, dans la journée, dans le cycle de travail. Voilà. Et puis ça amène aussi une forme d'appétence en se disant finalement, je ne vais pas vivre comme un stress le fait de partir 2-3 jours en formation, mais comme ça va s'organiser dans des séquences plus courtes, qu'on va pouvoir gérer aussi en distanciel quelquefois, etc. Finalement, ça devient un moment dans sa journée de travail et c'est beaucoup plus assimilable et donc quelque part c'est beaucoup mieux vécu. Alors à nouveau, il y a toujours du travail, on peut toujours progresser, mais c'est une façon qu'on a nous de considérer que finalement dans une forme d'entreprise un peu apprenante, eh bien l'acte de formation, l'acte de prendre soin de soi au travers de la formation, ça devient finalement un temps de travail entre guillemets comme un autre. Voilà. Vas-y. Peut-être juste réagir sur un point, parce que je voulais juste souligner l'importance de ce qui vient d'être dit, mais avec peut-être mes propres mots. Quand j'ai commencé mes études de médecine, donc moi je suis dans une spécialité qui est au bloc opératoire, donc il y a sur le bloc opératoire une rationalisation de l'activité qui a été menée par de nombreuses organisations de santé, c'est-à-dire en gros opérer plus de monde, faire plus de chiffres, voilà. Donc sur la réanimation c'était la même chose. Dans le milieu des EHPAD, c'est exactement la même chose aussi. Il y a eu des volontés d'augmenter les cadences, d'améliorer la performance économique des institutions. Peut-être préciser un point que, en fait, dans l'approche facteur humain, il y a cette ambition effectivement d'améliorer la performance, mais elle est obligatoirement conjuguée à l'amélioration du vécu des acteurs de terrain. Parce que si on travaille sur la performance sans intégrer le vécu des acteurs de première ligne, et sans prendre en compte le bien-être, en fait, votre institution se vide, les gens partent, et donc la performance s'effondre. Dans ce qui vient d'être dit, je trouve qu'il y a 2 points qui sont très intéressants. Déjà, les temps d'échange, qui sont des temps d'échange informels. Il faut savoir que jadis, la PHP, mais d'autres structures également, avaient mandaté des cabinets de conseil pour essayer de comprendre comment on pouvait optimiser le bien-être. Et la conclusion, ça avait été de supprimer les temps de pause, parce que c'était des temps qui n'étaient pas productifs. En réalité, on voit bien aujourd'hui avec ce qui vient d'être dit que en fait, ce sont des temps justement pour absorber l'activité non programmée, pour absorber les problèmes qui ont été pas forcément prévus parce que l'activité est complexe, parce que les interactions sont mouvantes en permanence, dynamiques. Et typiquement, le bloc opératoire, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que hier, il y avait un problème avec l'AST, donc il a fallu faire des allers-retours. Le chirurgien n'était pas content. Il y a eu un patient qui a été annulé parce qu'il manquait un matériel, etc. Donc c'est ça la réalité du terrain. Et donc, si on a ces temps d'échange pour anticiper et absorber les variations de l'activité, en fait, on participe aussi à la qualité de vie au travail. Et puis sur le deuxième point qui vient d'être dit, ce qui est compliqué, c'est que pour un soignant, surtout quand il est passé par les cases de la théorie à laquelle on est confronté aujourd'hui dans nos études, c'est très compliqué de se dire « Ah moi j'aimerais bien faire une formation continue sur travailler en équipe ». Personne ne va avoir envie de se former au travail en équipe ou à la communication. Ce n'est pas des choses auxquelles on pense spontanément. Alors, j'adore les livres, je regardais, et il s'avère qu'il y a un livre là qui s'appelle Facteur humain en santé. Alors, toutes les recettes de ce livre vont dans l'association Facteur humain, donc je n'y gagne rien. Mais je découvre qu'il est là, alors je ne savais même pas qu'il y aurait un éditeur. Donc si vous voulez aller voir,
Voilà, c'est juste là. C'est juste pour vous dire que, en fait, il est difficile pour un soignant aujourd'hui de se dire que on va travailler sur ces points. Donc un des autres points, c'est aussi le partenariat qu'il y a entre Facteur Humain Santé et la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va devenir aussi, comme pour la bientraitance, un critère, une forme de réglementation sur le fait que les gens soient formés. C'est le cas également de la simulation, c'est le cas des écos. Et voilà, donc c'était un point pour peut-être aussi laisser rebondir. Non, mais exactement, c'était dans ce sens-là où en fait il y a une prise de conscience temporelle. Ici, j'ai des collègues d'Anifsi du Grand Est qui mettaient déjà en place il y a plusieurs années en amont des actions de prévention sur le bien-être au travail ou dans l'apprentissage de soi et dans les études. Mais ce n'était pas mis au goût du jour, ce n'était pas mis en avant. Maintenant, on voit cette année et l'année dernière avec le rapport ministériel sur la santé des soignants, sur toute l'évolution justement de la prise de conscience post-Covid du bien-être au travail et de l'importance de la protection des soignants à ce niveau-là, fait que maintenant, j'ai envie de dire, c'est prescrit. Et je ne vois pas un institut de formation initiale ne pas prendre en compte ces facteurs-là. Et quand on parlait effectivement de savoir sur quel temps on le met, bah, au départ, nous, on a bien fait des tests. On s'est dit, on va le mettre entre midi et 2 pour l'ouvrir à peut-être une dizaine de personnes. Finalement, il y a une liste d'attente de gens en demande. Donc, on s'est dit, on va l'ouvrir encore plus et voire même, on va l'imposer à un moment donné dans le parcours même à se dire, on va retirer quelque chose d'un soin technique pur. Je prends l'exemple de la sonde urinaire qu'on mettra plus tard, justement pour avoir cette prise de conscience. Et c'est ce niveau-là qui fait que petit à petit, on arrive à aller vers une transformation dans l'accompagnement au changement et l'implantation dans la conscience de tous les professionnels de cette importance. Pierrel, est-ce que tu veux développer un peu sur la formation des cadres? Parce que on le sait bien dans le secteur de la santé, qui est un secteur très hiérarchisé, et en particulier à l'hôpital, si en fait les personnes qui sont à la tête de la hiérarchie ne sont pas déjà dans cette, on va dire, presque révolution paradigmatique, ça va être compliqué en fait pour les soignants de rentrer aussi dans cette révolution-là. Alors, il y a un sujet, je parle plus d'un projet que d'une réalité pour l'instant, mais en tout cas un sujet auquel on s'est confronté à plusieurs reprises, qui est quel est le rôle de l'encadrement face à des agents en difficulté. Et on voit bien que c'est un sujet qui ne les met pas toujours très à l'aise parce que ça se réfère à quel est le rôle de l'employeur face aux situations de mal-être, qu'est-ce qui est du ressort du personnel, qu'est-ce qui est du ressort du professionnel et qu'est-ce qu'il est possible de faire dans un cadre professionnel sans être non plus dans l'intrusion dans la vie privée du professionnel. Donc ça touche aussi à la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Toujours est-il que on a l'ambition et j'espère qu'on y arrivera. J'espère revenir vers vous l'année prochaine et vous dire ça y est, c'est engagé. De former les encadrants à la manière d'identifier des professionnels en situation de mal-être avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire avant qu'ils ne soient en arrêt ou qu'ils aient quitté le service parce qu'ils ne se sentaient pas suffisamment écoutés, compris, accompagnés. Justement pour les former à l'identification de professionnels qui commencent à montrer des signaux de mal-être et la manière d'aborder le sujet avec eux sans être trop intrusif non plus sur la vie privée. C'est toujours l'enjeu. C'est un peu une ligne de crête. Hein. C'est à la fois, oui, c'est un sujet, mais comment l'aborder de sorte que les situations soient prises le plus en amont possible, mais sans outrepasser le rôle des encadrants. Et ça, c'est pas si facile que ça, et je crois pas qu'on l'apprenne dans les formations initiales. Et c'est vraiment un sujet pourtant qui préoccupe les encadrants, puisqu'ils ne sont pas très au clair justement souvent sur ce qui est attendu d'eux et ce qui est dans leur droit, ce qui est dans leur rôle et ce qui peut dépasser de leur rôle. Donc il y a évidemment des acteurs en interne au sein d'une institution, c'est valable à la PHP, mais c'est valable évidemment dans chacune des institutions sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc je pense notamment aux médecins du travail, bien sûr, aux psychologues, du personnel, etc. Mais encore faut-il comprendre quand même dans ce système d'acteurs-là quel est mon rôle en tant qu'encadrant et qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui dépasse largement le cadre de mes responsabilités. Parce qu'il s'agit aussi en tant qu'encadrant de jouer son rôle sans se mettre soi-même en difficulté.
Et on voit bien que certains encadrants, voulant bien faire, se mettent eux-mêmes dans des situations qui sont très compliquées à gérer. Donc voilà, c'est toujours cette recherche d'équilibre entre, disons, manager un collectif, mais prendre soin aussi des individualités, ce qui n'est pas toujours simple, surtout quand le service est grand, qu'il y a beaucoup de, voilà, de personnalités différentes et que les uns n'ont pas forcément les mêmes besoins que les autres. Et donc, ça fait beaucoup, beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et pourtant, c'est ce qui peut faire aussi la différence pour un professionnel de sentir qu'il y a une attention à son encontre et qu'en cas de difficulté, c'est possible de le dire sans que ce soit un tabou, sans qu'on soit taxé d'être un professionnel fragile et que ça puisse ne pas être un sujet qu'on met sous le tapis, mais qu'on puisse en parler. Et c'est comme ça qu'on peut après mettre en place aussi des actions de soutien et faire en sorte peut-être qu'on trouve sa place dans un service. Et tu sens qu'il y a une libération progressive de la parole sur ces sujets-là? Bah, ce qu'il y a de sûr, c'est que sans vouloir trop généraliser, parce que j'aurais peur d'être un peu caricaturale, mais on sent que les générations qui arrivent poussent à d'autres modèles et sont demandeuses de modèles hiérarchiques moins descendants, des manières de participer à ce qui se passe dans la vie des services, de prendre la parole. On sent aussi qu'il y a une volonté, voilà, de méthode managériale plus participative, plus horizontale, moins descendante. C'est clair. Et ça, comment la PHP arrive à essayer de mettre en place justement ces manières de fonctionner moins descendantes? Bah, beaucoup grâce aux espaces de dialogue sur le travail, justement. Parce que, alors, je ne peux pas tout vous raconter, mais on a quand même beaucoup, beaucoup cheminé sur ce sujet-là et on a posé quelques principes clés qui sont, par exemple, que la parole de l'un vaut la parole de l'autre. Ce sont des espaces où la parole de l'aide-soignant vaut autant que la parole du médecin, qui vaut autant que la parole de l'infirmier. Donc, c'est un moment où, quelque part, on pose son statut et son grade et on est là pour se parler vrai et se dire les choses. Alors évidemment dans un... Mais il y a une méthodologie qui permet de Oui. faire ça, parce que on sait bien comment ça peut se passer, de dire ok, la parole de l'aide-soignante est la même que celle du médecin, alors qu'on sait que le pouvoir hiérarchique Bah oui. que passif que peut avoir le médecin sur d'autres professions. Oui, alors c'est en ce sens-là où c'est une mini-révolution quand même, hein, parce que c'est là aussi un changement culturel qu'il faut accompagner et c'est pour ça que la formation nous aide vraiment à accompagner ce changement culturel-là. Et c'est pour ça aussi que la formation, elle est un peu particulière parce qu'il y a une journée en salle de formation, donc avec des binômes d'encadrement médicaux et paramédicaux. Ça fait partie des conditions qu'on a posées, c'est de dire ça ne va pas marcher si la démarche, elle n'est pas coportée par un représentant hiérarchique médical et un paramédical. Donc ça, c'est une condition qu'on a posée. Et donc, ils viennent en formation une journée. Et après, on va, enfin, alors, c'est pas moi personnellement, mais en tout cas, des formateurs vont dans les services pour aider ce binôme-là à animer 2 premières séances. Et donc, ils sont en appui dans l'animation et ils débriefent avec eux après. Ils leur donnent des conseils. Et il y a bien sûr des sujets techniques d'animation, mais il y a aussi beaucoup de questions de posture. Donc, qu'est-ce qui va favoriser la parole? Qu'est-ce qui va au contraire l'inhiber? Comment faire attention à ce que ce ne soit pas les uns qui monopolisent la parole, mais que tout le monde puisse s'exprimer, justement en veillant à cet équilibre de prise de parole entre les différents métiers, entre les professionnels qui exercent ces différents métiers. Et c'est très important. Donc, c'est une manière de faire. Et après, bon, il y a plein d'autres caractéristiques, mais donc c'est des temps qui sont pluriprofessionnels, ils sont collectifs, ils sont réguliers. C'est pas quand il y a le feu qu'on se réunit, mais on se réunit en routine. Donc, on ritualise le fait de se rencontrer. Et puis, s'il y a pas de sujet irritant, et ben, tant mieux. Mais généralement, il y en a. Donc ça permet de les aborder, de les réguler au fur et à mesure et d'éviter que ça se cumule au point où les professionnels saturent et finissent parfois par prendre la décision de quitter un service, voire la PHP dans certains cas. Et clairement, on s'est penché sur le sujet en post-Covid parce que ça ne vous a pas échappé, vous en avez tous entendu parler, voire même vous l'avez vécu, mais nous, on a eu une fuite des soignants en post-Covid qui était très, très conséquente. Et donc, ça faisait partie des
des actions qu'on a mises en place en se disant, bah, s'ils partent, peut-être qu'il faut leur demander pourquoi ils partent et peut-être qu'il faut leur demander avant qu'ils ne partent. Donc ça fait partie des C'est actions. mieux. Si je peux rebondir et puis donner une autre piste d'action, et peut-être que François, tu pourras rebondir par la suite. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans en secteur de réanimation, et c'est vrai que, étant aguerri un petit peu à la simulation, et je vois nos collègues sapeurs-pompiers derrière qui ont un petit peu le même principe, il y a, on essaye de plus en plus à l'heure actuelle de faire du débriefing clinique. Le débriefing clinique, c'est quoi? C'est juste après une situation qui se soit bien ou mal passée, ou à la fin de la journée, de faire un point en équipe en disant tiens, Pierriel, on a travaillé ensemble aujourd'hui sur l'accueil de ce patient-là. Bah, j'aimerais bien qu'on reprenne 3 points et nous dire qu'est-ce qui fait que ça s'est bien passé. Parce qu'on parle jamais, on parle toujours de ce qui s'est mal passé, mais jamais de ce qui s'est bien passé. Et en termes de facteurs aussi humains et tout ce qu'on peut mettre derrière, dans le terme de libérer la parole, de parler avec d'autres professionnels, parce que c'est avec l'équipe, hein, le médecin, l'aide-soignante, l'infirmière, et celui qui lead cet acronyme Talk Debriefing, c'est pas forcément le médecin, justement, et ça peut être n'importe qui d'autre. Donc en ce sens, bah, c'est des petits ustes qui parfois, de manière très simple, peuvent rapprocher, resserrer les liens dans une équipe où parfois il y a effectivement cette partie hiérarchique. Et c'est ce que font très bien aussi, et moi en tant qu'infirmier sapeur-pompier volontaire, et je vois les collègues pompiers ici derrière, ils le font aussi après le rapport d'intervention. Bah tiens, on fait un petit point, qu'est-ce qui s'est bien passé, mal passé, pour que si ça devait se reproduire, paf, on réajuste. Et ça permet aussi de créer un meilleur climat au sein de l'équipe aussi. Et ça, tu l'as certainement vécu aussi. Euh, je pense que ce qui peut être aussi mis en évidence, c'est le fait que de plus en plus dans nos organisations, on ne va pas avoir, même si effectivement on a toujours des organisations qui peuvent être perçues comme parfois très hiérarchiques, avec les encadrants, les non-encadrants, etc. Euh, dans l'approche qu'on a sur la formation, c'est finalement on cherche à mettre un peu tout le monde au même plan. Et effectivement, on a, par exemple, chez Clarion, on a beaucoup réorienté la formation qu'on fait de l'encadrement. Hein, avant, pendant des années, parce que c'est lié à nos métiers et aux métiers qu'on exerce, très réglementés, avec une dimension très pratique. Hein, on avait beaucoup d'apports en formation qui étaient finalement très opérationnels, très pratiques, autour des outils, autour des actes. Hein. Et on l'a beaucoup fait évoluer ces dernières années, justement, pour mieux prendre en compte aussi la situation des équipes avec lesquelles on travaille, le fait qu'on travaille finalement en communauté hein, au sein de nos établissements. Et quand on amène de la formation, le plus souvent, on essaie d'amener ça en mettant toutes les équipes au même niveau. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire on va former les cadres d'un côté, les aides-soignants de l'autre, les infirmiers encore dans un autre scénario. Sur ces sujets-là qui vont toucher à la question de la prévention des risques, la gestion des conflits, la médiation également, on a finalement des équipes, on les met tous ensemble. Et ça permet d'amener quelquefois, pas toujours à nouveau, mais quelquefois, ça permet d'amener des déclics où finalement c'est l'humain qui prend le pas par rapport au poste et on arrive à recréer comme ça des situations où finalement eh bien, il y a une meilleure appropriation de ce qu'on amène en formation, il y a une meilleure considération aussi qui se met en place entre les différentes strates, pardonnez-moi l'expression qu'on peut trouver quelquefois au sein de nos organisations, et tout ça, ça aide à mieux fonctionner, prendre du recul et donc à avoir finalement des établissements qui vont être mieux, où on va sentir mieux, on va constater de la fidélisation aussi, parce que c'est un vrai sujet. Hein, voilà. Et donc, voilà, la formation, c'est un levier, c'est pas une quête, hein, c'est un outil. Et quand on le travaille comme ça en collectif, plus qu'en ciblant certaines catégories de population, je pense qu'on arrive à de meilleurs résultats en matière de prévention. Il y avait aussi la question de la porosité, d'avoir une flexibilité aussi dans le parcours et dans la carrière aussi des professionnels. Ça, c'est un sujet sur lequel vous travaillez également. Je pense aussi au niveau de la PHP, c'est aussi des sujets. Je pense aussi au niveau de l'Eomni Chaptal. Je pense que vous pouvez tous discuter de cette flexibilité au niveau de la formation, qui est un sujet de plus en plus important parce qu'il va falloir aussi mettre de la porosité entre les professions de santé. Et quand on voit que les IPA, ça pose problème encore aux médecins, etc., ça pose la question de comment arriver à fluidifier tout ça.
Je- je- Ah oui, alors en effet, moi, ça le fait seulement bientôt 6 ans que je suis revenu dans le monde de la santé. Avant, j'étais dans l'industrie. Et ce qui m'a frappé quand je suis revenu dans ce secteur, c'est qu'effectivement, les marches, hein, sont très hautes, comme on dit. C'est-à-dire que c'est très difficile quand on travaille de dire je suis aujourd'hui aide-soignant, et puis finalement, je vais devenir infirmier. D'infirmier à médecin, j'ai pas d'exemple, hein, donc voilà, et donc tout ça, ça peut aussi provoquer des situations compliquées qui peuvent aussi expliquer quelquefois en partie la rotation, le turnover ou des fois la fuite carrément de nos personnels. Et c'est vrai que de plus en plus chez Clariane, mais on n'est pas le seul groupe, hein, à faire cela. Dans le secteur, je pense, j'ai ma collègue Delsan là, avec qui j'étais tout à l'heure, ils font à peu près des choses équivalentes. On cherche vraiment à redonner de la perspective de carrière. On met en place, on est une entreprise donc à mission, on cherche à être du mieux qu'on peut une entreprise apprenante. Et donc on a essayé de générer cette forme de quasiment libre accès à des parcours diplômants, soit en progression, je dirais, dans les domaines du soin, par exemple d'aide-soignant à infirmier, ou d'infirmier à spécialité d'infirmier, mais aussi dans les domaines du management. Et ça, c'est très important. On peut être aide-soignant, on peut être infirmier, on peut être cadre infirmier, et finalement, à un moment donné, se dire que notre progression, on va la faire dans un scénario un peu moins vertical, peut-être, mais un peu plus horizontal, et d'aller vers des situations de management. Et donc, on a mis en place toute une série de programmes qui permettent ça. Et ce qui est important, ce n'est pas le fait qu'on ait mis ces programmes en place. Ce qui est important, c'est le fait qu'on mette clairement notre organisation en visibilité et quasiment en situation d'accès ouvert à tous ces programmes, avec des systèmes de gestion de carrière, de comités de carrière, etc., pour qu'on puisse identifier les gens qui sont avant tout capables et qui ont l'envie d'eux. Mais ça permet, et c'est à ça que je voulais venir, c'est que ces situations de progression qu'on affiche comme des guichets un peu ouverts dans nos organisations, ça permet aussi de prendre du recul par rapport à son quotidien. Ça permet aussi de se réinscrire dans une forme de visibilité et de perspective qui permet de mieux gérer son quotidien. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Peut-être juste rebondir sur ce que tu demandais tout à l'heure à PRL sur l'encadrement. Et effectivement, on est aujourd'hui, je pense, dans une période assez extraordinaire en termes de management. C'est-à-dire que, bien sûr, l'hôpital reste un peu historiquement quelque chose d'assez religieux, avec, on appelait ça les surveillantes, mais qui étaient en fait les mères supérieures, les cadres, les infirmières qui étaient, on va dire, voilà, les nonnes, hein, les anciens. Et puis bon, donc ça, c'est vraiment, c'est l'histoire, hein, on hérite de ça et ça fait des milliers d'années. Mais si on regarde l'armée, c'est pareil. Ils ont également aussi une pyramide avec des grades et des titres, des lieutenants, des colonels, etc. Et alors, je vois les infirmiers sapeurs-pompiers. Bien sûr, dans les SDIS, on a aussi cette culture quasi militaire. Mais ce que je trouve très intéressant dans le management de ces organisations, et c'est, je pense, un vrai challenge pour l'hôpital, c'est de réussir à passer en contexte opérationnel d'une hiérarchie d'étiquettes à une hiérarchie de compétences. Et c'est-à-dire que concrètement, dans une situation de réanimation, il peut tout à fait m'arriver que moi, je fais confiance à l'infirmier en termes de pansement. Je n'y connais rien en pansement. J'ai suivi 1 heure de cours dans ma formation de médecin. Je sais que le miel peut aider, mais ça se trouve, ça n'a aucun intérêt dans la situation en question. Et des fois, j'ai des infirmiers qui viennent me demander s'ils sont à l'aise, si je suis à l'aise avec le pansement. Mais je n'en sais rien. Et je leur dis, je vous fais confiance. En fait, c'est vous l'expert sur le sujet. Alors là, c'est drôle. Mais en réalité, je pense que l'objectif d'un cadre, rappelons ça encore un cadre, mais on va dire d'une unité, d'un responsable d'unité, c'est de faire en sorte que justement cette hiérarchie de compétences s'exprime. Et ça passe aussi par du coaching. Alors quand on regarde le mot coach, c'est un mot qui fait un peu aujourd'hui, qui est galvaudé. On trouve des coachs en coach, des coachs en je sais pas quoi, des coachs en pitch, des coachs en devis, voilà. Mais en réalité, si on reprend l'histoire du coaching, ça vient du sport. Et la première équipe à avoir eu un coach dans le baseball, c'était une équipe qui était inconnue, et ça a été les champions d'Amérique à l'époque. Et l'année d'après, toutes les équipes avaient un coach. On n'imagine pas aujourd'hui une équipe de France ou une équipe sportive internationale sans coach. Donc c'est ça un peu aussi cette idée, c'est je pense qu'il faut
Il faut aussi accompagner ce changement de management avec du coaching. Alors, ce n'est pas le coach de vie qui va vous demander de prendre des graines de chia et du quinoa. C'est plus un coach qui va vous expliquer justement comment vous allez gérer un conflit, comment vous allez faire en sorte que dans votre équipe, il y a de la diversité. Parce que c'est aussi une menace aujourd'hui dans notre société, c'est de perdre en diversité. Et on ne va pas faire d'allusion avec le milieu, le monde géopolitique qui nous entoure, mais cette diversité est vraiment fondamentale pour rester performant. Voilà. Oui, vas-y, tu voulais réagir sur la Oui. Et diversité. je crois que vous faites des choses d'ailleurs sur ça. Oui, voilà, c'est pour ça que je merci pour la perche. En effet, donc on partage le fait que les encadrants, ils ont, parmi leurs multiples casquettes, ils ont un rôle qui est celui de réguler les tensions au sein d'une équipe pour éviter que ça ne prenne trop d'ampleur et parfois que ça se termine avec des signalements de violence au travail. Donc là, clin d'œil à la table ronde précédente. Mais je dis ça parce que dans mon département, on pilote aussi le dispositif interne de prévention des violences au travail. Et donc, on gère les signalements qui remontent en centrale. Et on voit bien que les signalements, ils nous arrivent quand les situations, elles n'ont pas été régulées suffisamment tôt. Alors, parfois, il y a eu des tentatives et ça ne suffit pas. Mais parfois, il n'y a pas eu du tout de tentatives. Et voilà, c'est évidemment problématique. Donc, parmi les actions de formation qu'on met en place également, ce sont des formations qui visent à doter les cadres d'outils pour désamorcer des situations de tension, éviter que ça devienne trop conflictuel et que ça permette aussi à chacun d'évoluer dans un environnement de travail qui soit sain, sécurisant et qui soit, disons, avec un niveau de communication alors, ce n'est pas toujours idéal, bien sûr, parce qu'encore une fois, les situations de travail en elles-mêmes peuvent générer du stress et du coup tendre les relations. En tout cas, c'est clair que plus on est dans un environnement de travail contraint et exigeant, plus ça peut augmenter le niveau de tension et donc générer des conflits. Et c'est clair que l'hôpital est assez propice quand même à ces situations-là. Mais donc, c'est d'essayer de trouver des méthodes, alors qui sont souvent issues de méthodes de médiation, hein, pour former les cadres à mieux gérer, réguler ces situations-là au sein de leurs équipes. Et c'est un enjeu. Par ailleurs, moi j'ai été impliqué dans un appel à projet d'une société de formation qui a un gros groupe local euh, qui a répondu à un appel à projet pour le GIRC Grand Ouest en fait, pour mettre en place des actions de simulation pour les managers et les chefs de service à l'entretien annuel d'activité et donc à toute la formation aussi aux situations managériales complexes. L'agressivité, les gens qui sont réfractaires à des décisions, etc. etc. Donc, et finalement, ça a été ouvert à l'ensemble des hôpitaux de la partie Grand Ouest. Et c'est vrai que on en revient, mais c'est vrai que la partie de la simulation et de l'entraînement à ces situations-là fonctionne aussi. Alors ça s'accompagne bien sûr de formations, un petit peu de cadre théorique, avec un expert du management qui intervient aussi, puisqu'on a fait exprès de dissocier le formateur de la séance de simulation associé avec un formateur spécialisé en management pour justement parfois donner les clés à des déblocages, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux développer d'ailleurs sur la simulation, parce que c'est quelque chose qui apparaît assez complexe entre les mannequins qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros, le fait d'utiliser des acteurs pour faire des simulations de consultation, etc. Le monde de la simulation devient de plus en plus complexe et on a du mal je trouve, en tant que professionnel ou étudiant, à y voir clair. Oui, alors c'est vrai que c'est un vaste sujet qui remonte à plusieurs années, hein. C'est vrai que ça commence à se démocratiser sur d'autres modalités, puisque la partie, comme tu le disais, Kendris, la partie mannequin était celle qui primait à l'heure actuelle. Et maintenant, on a vu qu'il y a des sociétés, des startups qui font de la simulation numérique justement, on s'entraîne avec des patients virtuels, voire même à communiquer, apprendre à communiquer avec un patient. Il y a des sociétés qui travaillent avec le jumeau numérique pour que justement on puisse interagir avec la partie émotionnelle de ce patient virtuel. Il y a même des travaux de doctorat qui ont été publiés sur le patient virtuel génère la même empathie que sur l'apprenant. Donc il y a des transpositions qui sont faites. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a des situations qui sont... Ça, c'est des solutions très coûteuses souvent à mettre en place. Il y en a d'autres, avec, comme tu le disais, avec les acteurs, les participants simulés, comme on les appelle, fait qu'on peut faire des simulations à moindre coût
Et même si effectivement dans les séances de simulation, il y a souvent un certain nombre d'apprenants limités à chaque séance, mais la puissance de la qualité relationnelle quand c'est préparé en amont, elle est majeure. Pour travailler sur du management, il faut forcément du patient, donc du participant simulé réel et les acteurs réels dans leur propre rôle. Je vois mal un mannequin le faire. Par déduction, la simulation numérique pourrait avoir un intérêt, le reste des autres modalités, non. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est prescrit, c'est obligatoire, et on voit les caractères scientifiques des données probantes qui sont mis dans ces actions, qui sont à promouvoir. Et ça fait le lien complètement avec les actions de François sur le facteur humain en santé, etc. Et donc juste pour préciser, parce que tu allais le dire, mais il y a un guide de la HAS sur la simulation qui précise évidemment toute l'implémentation de la simulation. On ne fait pas de la simulation si on n'a pas été formé au préalable, parce que c'est aussi un outil qui peut être dangereux si on l'utilise mal. Et il y a évidemment une société savante qui est la Sophracim et dont tu fais partie, qui est la Sophracim du coup pour tout ce qui est simulation, et avec laquelle il y a un partenariat aussi avec les facteurs humains en santé, puisque rapidement quand on commence à faire de la simulation, bon, la première séance, on fait un massage cardiaque. Alors, on nous dit oui, il faut que ce soit 100-120 par minute, qu'on appuie à une profondeur de 5 cm, etc., etc. Mais la deuxième séance de simulation, vous n'allez pas refaire du procédural. En général, la deuxième séance, c'est mais t'as pas entendu quand je t'ai dit ça? Moi, je t'ai pas vu, t'étais où? Bah, j'étais là. Donc, le positionnement du leadership. Ben non, moi, il y avait deux personnes. Lui, il disait de faire le médicament 1 et lui, il disait de faire le médicament 2. Alors, c'est qui qu'il faut que j'écoute? Donc il y a des questions rapidement qui vont se poser comme ça. Et ça, c'est les facteurs humains. Donc du coup, vous voyez, il y a un lien assez poreux entre la simulation et les facteurs humains. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un partenariat. Est-ce que aussi, ce qu'il ne faudrait pas revoir, c'est la formation un peu initiale, les référentiels communs? Je sais que tu as des idées sur la formation médicale. Faire des études de médecine en 3 ans, c'est ça? Voilà, Ah, d'accord. c'était pas 5 ans. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus parce que je pense qu'il y a aussi Alors, ça qu'il va falloir revoir. s'il y a des doyens dans la salle, je serais ravi d'en parler avec eux. Ok. Donc l'idée, c'est effectivement peut-être dépoussiérer un peu les études de santé. Il y a énormément de contenu. En fait, disons que voilà, si vous avez que 100 heures pour former quelqu'un, est-ce que ça vaut le coup de passer 20 heures sur la chimie organique, sur la configuration dextrogir ou lévogir du lévobupivacaïne? Je ne sais pas, on peut se poser la question. Donc, si on se pose la question, c'est qu'en fait, derrière, il y a aussi un sujet, c'est quelles sont les attentes de la société. Aujourd'hui, quand on regarde les consultations de médecine de ville, la proctologie, par exemple, fait partie des sujets, la douleur fait partie des sujets, la psychiatrie fait partie des sujets. Moi, durant mes études de médecine, sur les 6 premières années, j'ai eu 1 heure sur l'autisme. On parle de quand même 700 000 personnes en France. Bon, voilà, donc c'est juste, là je provoque un peu, mais c'est pour dire qu'il y a peut-être de façon pragmatique une revue des études à faire pour justement se focaliser sur les attentes de la société, les besoins opérationnels, parce qu'on a parlé des collectifs de travail, on a parlé des individus, mais il y a toutes les situations de travail dans lesquelles on peut aussi réfléchir, c'est-à-dire l'ambiance dans laquelle on travaille, le bruit, la lumière, les horaires, etc., mais aussi physiquement, comment les choses sont organisées, le flux des patients, pourquoi les patients arrivent par là, pourquoi les portes sont fermées à tel niveau. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut réfléchir. Et ça, c'est le troisième saut dont je vous parlais au début, c'est la manière dont on administre le soin. Et sur cet aspect-là, il y a peut-être aussi des choses à faire dans les études dès le début, quoi. Mais pour rebondir sur la partie initiale, nous, dans le cadre, et on a la chance de cette refonte de la réforme, je pense qu'effectivement, il y aura une grande part, et les orientations nationales y sont, sur de beaucoup plus d'heures de simulation en parallèle. Mais par contre, il faut qu'on provoque nous-mêmes, dans les différents domaines qui vont sortir sur les 6 domaines, la prévention et la protection, de la gestion du stress des étudiants. Ça doit faire partie du cursus à l'heure actuelle. Et tout ça en termes de prévention, de fidélisation, de burn-out, de prévention, de gestion même financière des données de la santé au niveau national. Et c'est un caractère qui, à mon sens, primordial à voir apparaître. Non, c'est vrai que c'est un sujet qui est encore mal appréhendé et souvent banalisé. Donc c'est souvent considéré comme normal d'être stressé.
Il n'empêche qu'il y a un enjeu, disons, qui est plus à moyen long terme, qui est ce que ça peut user comme ressources individuelles et puis mettre aussi les professionnels sur des pentes qui peuvent conduire à certaines situations d'épuisement professionnel. Et donc, ce n'est pas un sujet si facile que ça à aborder ni à appréhender, mais il y a beaucoup à faire en effet en termes de prévention sur ce sujet-là, à commencer par des petites techniques, comme tu le disais, du quotidien qui peuvent être mobilisées et également tous les espaces de parole, alors que ce soit des briefings ou pas, mais qui permettent aux uns et aux autres de se vider leur charge émotionnelle. Il y a un concept, je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais qui est celui de la charge compassionnelle, qui caractérise quand même le travail des soignants au sens large. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas toujours suffisamment. C'est le fait d'absorber les émotions des patients, de leur famille, et puis peut-être parfois aussi de leurs collègues dans des situations de tension. Et ça fait beaucoup. Et donc, il faut trouver des manières d'évacuer, d'exprimer au fur et à mesure pour éviter d'avoir un phénomène de cocotte minute où au bout d'un moment, ça explose parce que tout simplement, ça fait trop. Et ça, c'est important. Oui, et pour rebondir, il y a une chose de très simple, c'est que on nous demande si ça marche, mais la question, elle doit même plus se poser. Les données probantes, elles y sont, les études, elles sont en train d'être faites. La place des neurosciences pour justement la mesure de la charge cognitive, du stress, des étudiants en activité, des professionnels en activité, ça a déjà été mesuré, c'est en cours, c'est en train d'être refait et c'est prouvé. Donc maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Tu voulais réagir aussi, Christophe? Non, juste dire que ce qui est intéressant avec la simulation, c'est que finalement, c'est un moment qui marque. Et c'est ça, en fait. C'est l'objectif, il est atteint parce que finalement, on va jouer, entre guillemets, et on peut s'essayer sur cette question de la prévention, etc. Et donc, du coup, on a des meilleurs marqueurs, on est mieux sensibilisé. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a encore beaucoup d'innovations qui sont possibles. Je vais juste donner un exemple. L'an dernier, on a développé donc on a un CFA avec des apprentis. Dans ce cadre-là, on travaille avec beaucoup d'écoles, des IFAS, voilà. Et en fait, on a mis en place un escape game sur les RPS. Donc on a travaillé avec une société de Bordeaux, qui s'appelle Tricky. Voilà, je te fais un peu de pub. Et en fait, on a fabriqué avec eux un petit escape game. Voilà, ça se présente sous forme de petits dispositifs qu'on peut transporter d'un IFAS à l'autre. Et on fait des séances en fait avec nos apprentis. Et finalement, ils jouent à la question des RPS et ça les marque beaucoup. Et donc, je pense que ça les aide à se préparer parce qu'effectivement, c'est pas toujours présent comme ça devrait l'être dans leur programme, dans le référentiel, comme on dit. Et ça amène des compléments de connaissances, des compléments pour eux qui vont, je pense, après les aider quand ils vont devenir des professionnels au sein de nos établissements. Donc, il y a la simulation, mais il y a toute l'innovation qu'on peut faire autour de ça, en fait, sur laquelle il y a encore un gros terrain de jeu. Voilà. Alors, il reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle que vous voulez poser aux intervenants? Bonjour, merci déjà. Et j'avais une question un peu plus pratico-pratique. C'est que moi je suis infirmière et ce à quoi on se confronte en termes de formation, on sait qu'elles existent, les formations, elles sont nombreuses, mais la chape de plomb à laquelle on est confronté d'être dans une culture de métier qui est celle d'exécutant, c'est ça la réalité du terrain aujourd'hui. Et comment est-ce que nos encadrements nous dissuadent de faire des formations? Comment est-ce qu'on met des bâtons dans les roues pour des financements de formation? Moi, c'est plutôt ces questions-là que j'attendais être traitées parce que on donne envie, on donne de la curiosité dans la formation initiale et ensuite dans la formation continue, on n'a plus accès à rien parce que vous avez soulevé la question de la culpabilité. La culpabilité des agents, elle est subie. On a tous envie de faire des formations, on a tous envie d'avoir accès à ces simulations, on a tous envie de s'entraîner sur des mannequins plutôt que sur des humains. Mais comment aujourd'hui on peut donner l'accessibilité à ces formations, pas juste savoir qu'elles existent, mais les rendre accessibles? Moi, je suis mal placé en tant que formation initiale, donc je laisserai peut-être la formation continue.
En fait, je pense que quelque part, c'est une forme de responsabilité de l'entreprise ou de l'organisation au sein de laquelle vous êtes. On peut pas avoir un double discours. On ne peut pas dire d'un côté, on veut avoir des gens qui soient bien, parce que pour bien bosser, il faut se sentir bien. Et puis en plus, avec le double effet de performance, qui est que quand on a des gens qui se sentent bien, ben, on a des gens qui restent. Voilà, on a des gens qui durent. Hein. Et en même temps, ne pas s'ouvrir à la question de permettre à ces gens d'évoluer. Voilà, c'est pour ça que voilà, là je parle simplement au nom de mon organisation, mais j'espère que tout le monde est dans le même mouvement. C'est qu'en général, c'est une forme d'investissement, c'est un effort que fait l'entreprise, c'est un investissement qu'elle fait, et que quand elle s'ouvre, par exemple, je parle pour mon entreprise, à des infirmiers pour leur permettre de devenir soit infirmiers spécialisés comme IPA, on en a de plus en plus, ou comme manager IDEC et puis après directeur d'établissement, puisqu'il faut un bac plus 5 pour être par exemple directeur dans le médico-social, etc. Bah, c'est une forme d'engagement, c'est une forme de considération, c'est une forme de responsabilité aussi, parce que quelque part, si derrière, il y a une forme de stratégie, soyons honnêtes, il y a une forme de stratégie en se disant si je fais cette ouverture, si j'engage ces ressources, si je mobilise, entre guillemets, y compris dans des formations pour le management, cette capacité à déceler des talents qui vont demain pouvoir évoluer, je fais un investissement parce que quelque part, bah, je vais moins consacrer d'argent à gérer mon turnover, à gérer des équipes qui sont dans des situations d'absentéisme parce que probablement fatiguées, découragées, démotivées. Donc c'est ce deal-là qui doit se mettre en place. Je pense que, en tout cas moi dans mon entourage professionnel, c'est un sujet qui est quand même relativement omniprésent dans les organisations et dans les directions que je côtoie. Après, la façon dont ça se met concrètement en œuvre sur le terrain, voilà, ça je ne sais pas dire, mais voilà. Ah, après, il y a une question très vraie, c'est qu'il y a un manque de formateurs en simulation, ça c'est clair, dans chaque institution. C'est pour ça que dans le cadre des appels à projets de la RS Île-de-France, il y a eu des prérogatives pour que les demandes soient orientées sur aussi la formation des formateurs, à ouvrir leur panel de formateurs. Parce que forcément, s'il y a plus de formateurs, il y a plus de personnes qui peuvent être amenées potentiellement à y aller. À chaque fois, c'est souvent, il faut 2 ou 3 formateurs pour 10 personnes, 10-12 personnes. Donc ça veut dire que si vous êtes nombreux dans l'institution, vous allez même passer une fois tous les je ne sais pas combien. Donc c'est vrai que ça c'est compliqué. Nous, dans le travail où moi j'étais sur le CHU de Toulouse avant de sortir sur la carrière terrain, on avait demandé nous on était donc dans l'équipe de formation spécialisée pour le pôle anesthésie, urgence, réanimation. Mais par contre, sur notre temps de travail, on avait une journée dédiée en tant que formateur par semaine pour le centre de simulation pour former nos collègues de ces pôles-là. Donc ce qui fait qu'après c'est des demandes en interne, on a poussé, ça vient effectivement de l'équipe de formation, mais aussi du directeur du centre et du chef de pôle de service, etc. Donc il faut aussi être promoteur dans le choix pour aller vers. Mais il n'y a pas de... C'est l'argent aussi qui prime, et ça, à mon avis, c'est le nerf de la guerre. Bien que tout ce qu'on a évoqué là, on est tous convaincus qu'il faut le faire, et chaque entreprise doit être responsable de ça. Votre question, pour moi, c'est le reflet typique de notre période difficile à laquelle on fait face. C'est l'arbitrage entre fermer le bloc opératoire une journée, ce qu'on appelle faire une journée blanche, pour réunir tous les acteurs du bloc opératoire, les faire réfléchir sur leurs pratiques, par différentes modalités. Ça peut être une simulation, ça peut être des groupes de travail, d'échange sur comment on se réapproprie la checklist, comment on travaille sur tel protocole, etc. Et c'est un arbitrage parce que derrière, vous avez quand même beaucoup de patients qui attendent d'être opérés, des chirurgiens qui ont peu de vacations ou qui trouvent qu'ils n'ont jamais assez, donc eux aussi ne seront pas forcément favorables à ça, en tout cas au départ. Et si on prend votre cas typiquement, c'est aussi, vous avez une personne de moins sur le terrain qui du coup met en difficulté la prise en charge dans le service, etc. Donc le challenge pour les cadres, c'est de faire cet arbitrage, de se dire est-ce que je peux perdre une heure ou une journée avec quelqu'un aujourd'hui, mais elle reste dans le service, versus là je peux pas, il n'y a déjà pas beaucoup de monde sur le planning, je suis obligé de m'arracher les cheveux pour faire en sorte que le service continue de tourner.
Et c'est là où c'est difficile et c'est là où il faut prendre ces temps d'échange pour se dire non mais là en fait il faut faire une pause. Ça c'est un premier point. Et ensuite peut-être aussi développer d'autres modalités pédagogiques parce que effectivement partir en congrès une journée c'est peut-être pas aujourd'hui faisable dans tous les services. Faire de la formation interne avec justement profiter d'une ERMM. Par exemple une ERMM ça n'a jamais été vu comme un temps de formation mais ça peut l'être. Ça peut être un temps justement où on travaille sur la sécurité, où on fait un rappel sur ce que c'est une barrière de sécurité, de prévention, d'atténuation, de récupération. Et en fait, ça devient finalement un temps de formation, mais qui n'était pas vu comme ça au départ. Et c'est vrai que c'est un challenge aujourd'hui. Votre question, elle est le témoin d'une époque difficile. On a peu de gens, peu de budget, beaucoup de soignants, patients. Et de plus en plus, en 2050, 10% de la population sera atteinte de démence. Donc voilà, 1 sur 10 sera chez Clariane. Là. Ou ailleurs. Merci pour ces... Ah, tu voulais une note positive, Non, j'espère. merci, voilà, j'étais en train de me dire merci pour la conclusion, François. Il fallait qu'il y ait une note positive et que ce soit toi qui la donne, Pierrelle. Tu avais quelque chose de positif à dire ou... Non, je voulais juste abonder dans le sens de ce qu'il vient de dire. C'est vrai que c'est pas toujours de la mauvaise volonté des cadres. Il y a aussi évidemment cette préoccupation de la continuité de service qui les amène parfois à faire des arbitrages difficiles. Et j'entends bien que ce soit pas toujours en faveur des soignants, mais je pense que c'est pas une question de mauvaise volonté. En tout cas, j'espère pas dans votre cas. Eh bien, merci à tous d'avoir été présents. Et je ne me suis pas présenté d'ailleurs. Moi, je suis Ken Ries de la Fabrique des Soignants. C'est un média qui parle de santé. On a un stand juste à côté si vous voulez en savoir un peu plus. Et merci et bon salon.